Le sprinkler, Mimi. On peut partir ça un peu comme Mathieu aime partir les choses, d'abord et avant tout, à haut niveau, du C'est design quoi ça, le design thinking. thinking? Ouais, question puissante, de cosser. Le design thinking, c'est quoi? Eh bien, écoutez, je pourrais le dire en une seule phrase. Tu sais, c'est une approche systématique d'innovation centrée sur l'humain et puis itérative. Donc, on peut dire ça. Ouais, voilà. C'est l'itération, mais c'est aussi et surtout, je pense, l'aspect centré humain qui positionne le design thinking. Donc, c'est un peu une phrase très rapide pour dire très rapidement ce que c'est le design thinking. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pourquoi le design thinking là, on parle beaucoup de design thinking en ce moment. Oui. Et puis, disons que… Puis là, vous allez comprendre un petit peu la définition. C'est qu'avant, on parlait beaucoup de design produit. Donc, quand je dis avant, c'est peut-être dans les années 70, 80, on était beaucoup sur du produit, on vendait du produit. On était là vraiment à designer des produits. Mais on le sait, hein, aujourd'hui, on n'achète plus un produit. Aujourd'hui, on vend ou on achète une expérience. Une émotion. Donc, et voilà, une émotion, une expérience, une émotion. Puis l'air de rien, quand tu designes une expérience pour créer des émotions, tu as intérêt à bien connaître la personne pour lui faire vivre des émotions. Nous, si par exemple, dans notre couple, on veut faire vivre des émotions à l'autre, si on ne le connaît pas bien, on va avoir du mal à lui créer des émotions, à lui créer une belle expérience. Donc, c'est un petit peu ça, finalement. On est passé d'un design produit à un design d'expérience. Et pour vivre ces expériences-là, il faut être centré humain. Donc, c'est vraiment une suite logique au design qui nous a permis, finalement, qui a permis au design thinking de prendre sa place aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi dans les villes, même avant l'ère Trump, le design thinking était à la Maison-Blanche pour justement, à Londres aussi, dans la ville de Londres, toutes ces organisations qui veulent être plus proches du citoyen, eh bien, on fait appel au design thinking pour dire, OK, c'est quoi qui nous manque pour être encore plus proche des citoyens et pour leur offrir justement des services qui répondent vraiment à la vie qu'ils mènent finalement. Selon certaines études, peu importe le processus logique dans la prise de décision, au final, la décision finale d'acheter ou d'utiliser, c'est une émotion. Exactement. C'est assez incroyable. Ça explique pourquoi les gens achètent des Jeeps. Parce que le processus logique te dit, n'achète pas de Jeep. C'est un produit Chrysler, c'est pas fiable, ça n'a jamais été fiable, mais bordel, je vais acheter une Jeep pareil. On ne sera jamais commandité par Jeep. Hein? C'est ça, l'histoire qui est autour de Jeep, tout ce qu'ils ont créé autour de ça. Le mythe. Le mythe, l'émotion fait en sorte que, je ne sais plus qui c'est qui disait que les faits font réfléchir et les émotions font agir. Ouais. C'est quoi, excuse-moi, j'ai manqué ton mot. Les faits, tout ce qui est factuel fait réfléchir. Donc, le client, tu peux lui mettre une liste de caractéristiques. OK, tu vas le faire réfléchir, il va comparer, nanana. Mais si tu lui fais vivre une émotion, le Jeep, là, tout de suite, il va agir, il va dire j'aime ou j'aime pas, mais en tout cas, il va agir. Donc, ça touche bien un des points que tu as indiqué dans un document que tu nous as envoyé cette semaine, le storytelling. Oui. Tu peux présenter des graphiques sur le réchauffement climatique, puis que ça augmente et tout. Non, les gens vont réagir sur l'ours polaire qui est aminci et puis que la difficulté à se nourrir et à nourrir ses petits. Les gens vont réagir à ça. Les gens vont envoyer un don ou changer peut-être leur comportement à cause de l'émotion générée par l'histoire racontée du fameux ours polaire versus tous les graphiques pas possibles qui donnent des faits. Puis surtout qu'avec le design thinking, au tout début même tout le temps, c'est-à-dire que tout ce qui est innovation, quand on arrive avec une idée différente, puis qu'on va la faire approuver, si on arrive avec trop d'aspects factuels, déjà, l'inconnu, là, les gens, ils n'aiment pas trop. Alors déjà, il faut prendre une décision sur quelque chose qui est inconnu. Je suis un peu déstabilisé, donc est-ce que je vais dire vraiment oui? Mais en racontant une histoire, finalement, on dégonfle la balloune, puis on dit, regarde,
rentre-toi dedans. J'ai un exemple là, ça date d'il y a 2 semaines. On travaille sur un projet justement avec une équipe sur l'approche design thinking. Puis on a présenté justement 2 concepts à 2 VP, donc à 2 vice-présidents. On s'entend, vice-président dans l'ingénierie, voilà, on est dans l'ingénierie. Eh bien, le fait d'avoir raconté une histoire sur nos 2 solutions a fait en sorte que ça a mis la table sur une relation et ça a créé justement cette relation d'échange plutôt que d'évaluation de la solution, prise de décision. Non, on était dans l'échange. Et un autre exemple, là, parce qu'en parallèle, je travaille sur 2 autres projets, la même chose, on travaille sur des concepts, le fait simplement de raconter une histoire de la solution. Écoute, c'est toute la technologie qu'il y a derrière. Oui, après, on en a parlé, mais le fait que de raconter une histoire, les gens ont tout de suite compris ce qui allait se passer avec la solution. Donc, le pouvoir du storytelling, c'est vraiment important. Et puis, regarde, un dernier exemple, avec des enfants, c'est la même chose. Si un enfant, tu lui dis « il faut faire ça parce que ceci », c'est sûr qu'il ne va peut-être pas le faire, mais si tu racontes toute une histoire autour, là, tu l'embarques et puis tu lui fais faire ce que tu as envie. Donc, le storytelling, c'est important. Tu me fais réaliser, on travaille souvent dans des cadres de transformation agile, puis des choses comme ça, puis souvent, on a affaire à des VP, des DP, ou des gens relativement haut gradés, où on essaie de leur vendre, bon, on va faire un essai de tel truc, on oublie nous-mêmes d'apporter ça comme une histoire ou voire même d'utiliser le design thinking pour mettre l'humain au centre, leur faire vivre une expérience, etc. Mais on essaye de vendre quelque chose sur une base factuelle, puis on essaye d'induire un changement. Mais je pense que le design thinking, même dans un contexte de transformation, why not? Tu allumes une petite lumière qui vient de faire ploum dans ma tête. On pourrait l'explorer où ça s'applique ou où ça pourrait peut-être moins s'appliquer. Ou sinon, s'inspirer de ces certaines étapes et peut-être n'exclure d'autres. Le design thinking, qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que ce n'est pas? Oh mon Dieu! Je vais faire à l'inverse finalement. Ce n'est pas une créativité centrée sur des préjugés et puis des a priori. Finalement, c'est ça. Et puis, ce n'est pas un projet. C'est pas un projet, avec un début et une fin. C'est-à-dire, comme on est toujours en itération, en apprentissage, eh bien, une fois qu'on a fini un projet, eh bien, tous les insights qu'on en a sortis eh bien, vont nous servir à alimenter d'autres choses. Donc, le design thinking, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. J'aime bien, j'ai mon mentor qui est Anne-Marie Lesage, avec qui j'ai appris finalement le design thinking. Et elle me disait, il faut voir ça comme une danse, le design thinking. Une danse avec, parfois tu avances, parfois tu recules, puis parfois tu fais un bon geste, ça y est, j'ai compris, puis ensuite tu reprends. C'est un peu ça finalement. C'est pas statique, c'est pas rigide. C'est pas linéaire, exactement. C'est surtout pas linéaire. Ça s'auto-alimente finalement. Ça s'auto-alimente. C'est un peu ça. Wow. Dans quel contexte ça s'applique bien versus dans quel contexte c'est un petit peu plus difficile à faire vivre? Écoute, je vais te dire à la base, par rapport à mon expérience, à la base, moi, je suis rentré dans le design thinking pour le développement produit. Donc, pour développer des produits, pour innover en produits. Quand tu parles de produit, tu parles d'un produit physique? Voilà. C'était en plus, c'était un produit, c'était un service, en tout cas, dans plusieurs types d'entreprises. Donc, c'était vraiment pour développer de l'innovation produit, de l'innovation service. Ensuite, j'ai découvert ça, finalement, ça peut aussi, finalement, en ce moment-là, je le fais, ça peut être aussi de la planification stratégique. Finalement, comment se projeter, nous, dans 5 ans, dans 10 ans,
tout en ayant de l'empathie sur ce qui existe aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, je vous l'ai dit, des villes l'ont fait. En Australie, par exemple, ils ont utilisé le design thinking parce qu'à la sortie des clubs, les jeunes se battaient tout le temps. Puis ils ont dit, alors, ils ajoutaient de la police, mais bon, c'était conflit. Puis le fait finalement de se recentrer sur l'expérience de ces jeunes qui sortent de clubs, ils ont fait des entrevues, ils ont essayé de les comprendre, puis ils sont arrivés avec des îlots de repos. Donc, tu avais des îlots de repos où les gens pouvaient soit un peu manger, un peu boire, donc finalement pour baisser le stress des bars, là, le testostérone, là. On est à la chasse, Mais là, non, on repasse, on redescend. Ils ont fait des dessins par terre. En tout cas, et donc ça, avec cette approche design thinking, en disant, on est dans l'empathie, on essaie de comprendre ce que les gens vivent, puis ensuite, on arrive avec des solutions, on itère, on fait un test. Donc, pour répondre à vos questions, c'est de produits à planification stratégique, à gestion du changement, à tout ce qui est ville, les villes l'utilisent. Et là, je suis en train de découvrir un truc, c'est que je l'avais un peu découvert personnellement, mais plus en discutant autour de moi, ça pourrait même être un outil de développement personnel. Développer notre empathie, ne pas avoir peur d'itérer. Dans la vie, là, quand on est face à quelque chose inconnu, tout de suite, il y a la petite peur puis chez certaines personnes, ça évite de passer à l'action. Puis là, finalement, avec cette approche, alors, on est plus dans la philosophie, design thinking, de dire, OK, on est dans l'empathie, on essaie de comprendre l'autre. Donc, on veut une société de plus en plus inclusive, de plus en plus, moins sclérosée. Eh bien, le design thinking, plus j'en parle avec les gens, moi, sincèrement, je l'utilise dans ma vie de tous les jours. J'ai une fille handicapée et je vous dis que moi, ça fait 12 ans que j'utilise le design thinking et maintenant, j'en suis conscient. C'est-à-dire qu'avant, je l'utilisais peut-être un peu parce que j'ai toujours été, même en tant que chef de produit, j'ai toujours été centré sur ce que vivaient mes consommateurs. C'est pour ça que finalement, à un moment donné, on m'a dit « Mais Fabrice, arrête d'être chef de produit, on va te donner notre mission plus sur de l'innovation centrée sur l'expérience de l'utilisateur. » Mais c'est ça, c'est observer les gens, savoir observer, puis savoir se mettre à la place pour ensuite essayer des choses pour que la personne puisse progresser. Donc, voilà un petit peu les différentes sphères, dans mon cas, où j'ai vraiment découvert que le design thinking pouvait faire la différence, finalement.